Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache derrière une simple tasse de thé vert? Derrière sa couleur émeraude, ses arômes subtils et ses vertus reconnues depuis des siècles, se trouve un processus d'une précision remarquable. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est le fruit d'une véritable alchimie où chaque geste compte, de la cueillette délicate des feuilles fraîches à leur emballage raffiné, prêt à séduire les consommateurs du monde entier. Ce voyage, souvent méconnu, est une aventure à la croisée de la nature et de la technologie. Dans les plantations verdoyantes d'Asie ou d'Afrique, des mains expertes récoltent les jeunes feuilles. Puis, dans les usines modernes, un balai de machines sophistiquées prend le relais, orchestrant un enchaînement de 15 étapes minutieuses. Chacune d'elles a son importance. Stopper l'oxydation pour préserver la couleur verte, rouler les feuilles pour libérer les arômes, sécher délicatement pour fixer la saveur, trier, contrôler, emballer, jusqu'à ce que le thé rejoigne les rayons des magasins. Partie 1 récolte des feuilles de thé. Tout commence ici, dans les plantations. La récolte est l'étape fondatrice qui détermine en grande partie la qualité du thé vert produit. Contrairement à d'autres cultures, le thé ne se cueille pas n'importe comment. Seuls les jeunes pousses sont recherchés, en particulier le bourgeon terminal et les 2 premières feuilles tendres, appelées fine plecking dans le jargon professionnel. Ce sont elles qui concentrent le plus de polyphénols, d'acides aminés et d'huiles essentielles responsables de la douceur, de la fraîcheur et de la richesse aromatique du thé vert. La récolte peut être manuelle ou mécanique. Dans les jardins de haute qualité, surtout en Chine et au Japon, les ouvrières cueillent feuille par feuille à la main, un geste précis qui exige de l'expérience et de la patience. Cette méthode, bien que plus lente, permet une sélection rigoureuse et garantit un thé d'exception. Dans les grandes exploitations industrielles, on utilise plutôt des cisailles ou des machines automotrices qui couvrent rapidement de vastes surfaces. Elles offrent un rendement élevé, mais le tri ultérieur est plus complexe car elles ramassent aussi des feuilles trop âgées ou des tiges. Le moment de la récolte est également déterminant. Les premières cueillettes de printemps, appelées first flush, donnent des thés verts très fins et aromatiques, tandis que les récoltes d'été ou d'automne sont souvent destinées à des productions plus courantes. Les conditions climatiques jouent aussi un rôle. Une matinée fraîche et sèche est idéale car l'humidité excessive altère la conservation des feuilles fraîches. En résumé, la récolte n'est pas qu'une simple cueillette agricole. C'est une véritable sélection, où la main de l'homme et la nature s'allient pour fournir la matière première qui déterminera toute la suite du processus. Sans une récolte soigneuse et rapide, impossible d'espérer un thé vert de haute qualité. Partie 2. Transport vers l'usine et tri initial. Dès la récolte terminée, les feuilles de thé doivent être acheminées vers l'usine le plus rapidement possible. En effet, elles commencent à s'oxyder naturellement quelques heures après la cueillette, ce qui peut compromettre leur transformation en thé vert. Dans les grandes plantations, ce transport se fait en paniers ou sacs ajourés, souvent à dos d'homme dans les zones montagneuses, ou par petits camions quand les distances sont plus longues. À l'arrivée à l'usine, les feuilles passent par un premier tri, appelé présélection. L'objectif est de retirer les feuilles abîmées, jaunies ou trop matures, qui donneraient un goût amer ou déséquilibré à l'infusion. Ce tri se fait parfois à la main par des ouvriers expérimentés, mais dans les grandes productions, il est complété par des convoyeurs équipés de ventilateurs et de capteurs optiques qui éliminent automatiquement les débris, brindilles et impuretés. Le tri initial permet aussi de calibrer la récolte. Les bourgeons et jeunes feuilles, plus délicats, sont orientés vers les thés de qualité supérieure, tandis que les feuilles plus grandes sont réservées aux thés courants ou aux sachets. Cette différenciation assure une optimisation de la matière première et une segmentation adaptée aux différents marchés. Ainsi, dès leur arrivée, les feuilles de thé subissent une première valorisation qui conditionne leur futur destin commercial. C'est une étape logistique mais aussi qualitative car elle prépare le terrain pour les transformations plus complexes qui suivent. Partie 3. Flétrissage, réduction de l'humidité. Avant l'inactivation enzymatique, les feuilles de thé fraîchement cueillies sont encore gorgées d'eau, 70 à 80%. Elles sont fragiles, cassantes et trop volumineuses pour être transformées efficacement. L'étape du flétrissage vise donc à réduire cette teneur en eau, à assouplir la texture des feuilles et à les préparer au chauffage. Dans l'industrie, cette opération s'effectue en étalant les feuilles en couches minces sur de grands plateaux ou tapis roulants. De l'air chaud et ventilé, maintenu autour de 30 à 40 degrés Celsius, circule pendant 8 à 12 heures selon les conditions. Les feuilles perdent ainsi environ 30% de leur humidité, deviennent plus malléables et dégagent leurs premiers arômes végétaux. Le flétrissage joue un rôle subtil. Il déclenche des transformations biochimiques internes qui enrichissent le profil gustatif. Les acides aminés, comme la théanine, se concentrent, ce qui favorisera une infusion plus douce. En parallèle, les feuilles s'assouplissent, ce qui facilitera le roulage futur sans bris excessif. Traditionnellement, dans certaines régions,
on laissait les feuilles flétrir à l'air libre, exposées au soleil. Mais cette méthode artisanale, bien qu'encore pratiquée, comporte des risques sanitaires, poussière, insectes. À l'échelle industrielle, tout se fait désormais dans des chambres contrôlées, garantissant hygiène et régularité. En résumé, le flétrissage est une étape de préparation indispensable. Il conditionne la réussite de l'inactivation enzymatique et du roulage, tout en initiant la construction aromatique du thé vert. Partie 4. Inactivation enzymatique, clé du thé vert. C'est ici que se joue toute la différence entre le thé vert et les autres types de thé noir, oblong, etc. Dans la feuille fraîchement cueillie, des enzymes comme la polyphénol oxydase déclenchent une oxydation naturelle au contact de l'air. Si elle n'est pas stoppée, cette réaction transforme la feuille verte en feuille brune, donnant naissance au thé noir. Pour obtenir du thé vert, l'industrie procède donc à une inactivation enzymatique rapide. Cette opération consiste à chauffer les feuilles à haute température pendant un temps très court afin de neutraliser ces enzymes sans détruire les pigments vernis des arômes délicats. Deux grandes méthodes dominent. La torréfaction à sec PAM-Firing, très répandue en Chine, où les feuilles sont chauffées dans de grands tambours ou wok métalliques entre 150 et 200 degrés C, et la méthode à la vapeur, utilisée au Japon, comme pour le sancha, où les feuilles passent dans des tunnels de vapeur à environ 100 degrés Celsius pendant 30 à 60 secondes. Le choix de la méthode influence fortement le profil sensoriel du thé. Le chauffage à sec donne des notes grillées et végétales, tandis que la vapeur confère un parfum plus frais, marin et herbacé. À grande échelle, des machines automatisées contrôlent précisément la température, l'humidité et le temps d'exposition, afin d'assurer homogénéité et régularité. Cette étape est fondamentale. Elle fixe la couleur verte intense, préserve les polyphénols, notamment les catéchines aux effets antioxydants, et stabilise la feuille pour la suite de la transformation. Sans cette maîtrise, impossible de produire un thé vert de qualité, car la feuille s'oxyderait rapidement et perdrait sa fraîcheur caractéristique. Partie 5. Refroidissement rapide des feuilles. Après le chauffage destiné à inactiver les enzymes, étape cruciale pour préserver la couleur verte, les feuilles sortent encore très chaudes. Si elles n'étaient pas refroidies rapidement, elles continueraient à cuire par inertie thermique, ce qui provoquerait un jaunissement et une perte aromatique. C'est pourquoi l'industrie a mis en place une étape de refroidissement rapide. Concrètement, les feuilles sont étalées en fines couches sur des tapis roulants ventilés par de puissants flux d'air frais. Cette aération uniforme fait chuter rapidement la température interne des feuilles, les ramenant à un état stable. Certaines usines utilisent des systèmes de refroidissement contrôlés avec air filtré, garantissant une hygiène maximale et évitant toute contamination. Ce refroidissement a également un effet sur la texture des feuilles. Elles deviennent plus souples et plus faciles à rouler sans se briser. C'est une étape de transition qui prépare directement le passage au premier roulage mécanique. En parallèle, ce moment stabilise aussi les composés aromatiques créés lors de l'inactivation enzymatique. Sans ce refroidissement, une partie des molécules volatiles responsables du parfum délicat du thé s'évaporerait. En résumé, le refroidissement rapide n'est pas un simple détail technique. Il agit comme une barrière protectrice entre deux grandes étapes de transformation. Il verrouille la fraîcheur, conserve la couleur et préserve la richesse aromatique qui feront la réputation du thé vert une fois dans la tasse. Partie 6. Premier roulage mécanique. Le premier roulage est une étape fondatrice dans la transformation du thé vert. Il intervient après l'inactivation enzymatique et le flétrissage, quand les feuilles sont encore souples et légèrement humides. Son rôle est double, donner une première forme aux feuilles et libérer les sucs internes qui enrichiront la future infusion. Dans l'industrie, les feuilles sont placées dans de grandes cuves cylindriques équipées de rouleaux ou de bras mécaniques qui exercent une pression douce mais continue. Ce mouvement torsade les feuilles et provoque de petites fissures cellulaires. Ces micro-fissures sont cruciales. Elles permettent aux composés aromatiques, aux polyphénols et aux acides aminés d'être plus accessibles lors de l'infusion. Le roulage n'est pas seulement fonctionnel. Il influence directement la qualité visuelle et commerciale du thé. Une feuille bien roulée présente une texture homogène, élégante et régulière. A l'inverse, un roulage trop brutal brise les feuilles en excès, générant de l'amertume et diminuant la valeur marchande. Traditionnellement, ce roulage se faisait à la main sur des plateaux de bambou, mais l'échelle industrielle a nécessité des machines capables de traiter plusieurs centaines de kilos par heure. Toutefois, certains producteurs premium conservent encore un roulage semi-artisanal, plus lent pour les thés haut de gamme. En somme, ce premier roulage prépare la feuille, tant pour son aspect que pour son potentiel aromatique, tout en posant les bases du façonnage qui viendra ensuite. Partie 7, séparation des brisures et homogénéisation. Après les roulages successifs, toutes les feuilles de thé ne présentent pas la même taille ni la même intégrité. Certaines sont entières et régulières,
tandis que d'autres se sont brisés sous l'effet de la pression mécanique. Pour obtenir un produit uniforme et adapté aux différents marchés, l'industrie procède à une séparation minutieuse des brisures. Cette opération s'effectue grâce à des tamis vibrants de différentes mailles. Les grandes feuilles restent en surface et sont dirigées vers des lots premium, tandis que les fragments plus petits, appelés fanning ou dust, sont orientés vers la production de sachets individuels. Les trieurs mécaniques modernes vont encore plus loin. Certains utilisent des flux d'air pour séparer les particules légères des plus lourdes, garantissant une répartition optimale. Une fois ce tri granulométrique réalisé, l'homogénéisation intervient. Elle consiste à mélanger les lots de manière contrôlée afin que chaque paquet final présente les mêmes caractéristiques, couleur, taille, poids et densité des feuilles. Cette régularité est essentielle dans l'industrie, car le consommateur s'attend à retrouver la même qualité et le même goût d'une boîte à l'autre. Ce processus, discret mais indispensable, permet aussi d'orienter la production. Les tés entiers pour le marché haut de gamme, les brisures pour le mass market. Rien n'est perdu, car même les poussières de thé trouvent leur usage dans les thés instantanés ou les sachets de grande distribution. Partie 8, deuxième roulage et façonnage. Après le premier roulage mécanique, les feuilles de thé vert passent par une seconde phase de roulage et de façonnage, essentielle pour leur donner leur forme définitive. Cette étape ne concerne pas uniquement l'aspect esthétique. Elle influence aussi la libération des arômes lors de l'infusion. Dans les usines industrielles, les feuilles sont introduites dans des machines spécialisées qui exercent une pression progressive, tordant et compactant les feuilles selon le style recherché. Par exemple, certains thés verts chinois sont façonnés en aiguilles fines, comme le Longjing, en petites paires, comme le Gunpowder, ou en torsades allongées. Chaque forme a un impact sur la vitesse d'infusion et sur l'intensité aromatique. Le façonnage favorise également la rupture des cellules végétales internes, permettant aux polyphénols et acides aminés d'être plus facilement libérés dans l'eau chaude. Plus la feuille est serrée et régulière, plus l'infusion sera équilibrée. Le deuxième roulage a aussi une fonction commerciale. Les consommateurs associent souvent la forme des feuilles à la qualité du thé. Un thé bien façonné inspire confiance et attire l'œil, tandis qu'un thé mal roulé paraît négligé. Enfin, ce processus est délicat car il faut éviter de briser excessivement les feuilles. Trop de brisures donnent un thé amer et instable, destiné aux sachets bas de gamme. Les fabricants. Partie 9. Pré-séchage au four à air chaud. Avant d'arriver au séchage final, les feuilles de thé passent par une étape de pré-séchage. À ce stade, elles contiennent encore 50 à 60% d'eau. Le pré-séchage a pour objectif de réduire progressivement cette humidité à environ 20 à 30%, afin de préparer les feuilles au séchage définitif. Concrètement, les feuilles roulées sont étalées sur de larges plateaux ou transportées par des convoyeurs traversant des tunnels de séchage. Un flux d'air chaud, maintenu entre 60 et 80 degrés C, circule uniformément, évacuant une grande partie de l'eau tout en évitant de cuire les feuilles. Ce procédé demande un contrôle précis. Trop rapide, il fragilise la feuille et altère son parfum. Trop lent, il favorise une fermentation indésirable. Le pré-séchage joue aussi un rôle crucial dans la fixation temporaire des arômes formés après le roulage. C'est à ce moment que les premiers profils gustatifs commencent à s'exprimer. Notes herbacées, fraîches, légèrement sucrées. De plus, cette étape consolide la structure des feuilles, qui deviennent plus résistantes aux manipulations mécaniques ultérieures. Dans certaines usines artisanales, on utilise encore des séchoirs traditionnels en bambou chauffés au bois, conférant un léger parfum fumé. Mais à l'échelle industrielle, les séchoirs automatisés dominent, car ils garantissent homogénéité, rapidité et respect des normes sanitaires. Ainsi, le pré-séchage, bien que transitoire, agit comme une première barrière de conservation et prépare idéalement le thé vert au séchage final. Partie 10, séchage final, fixation de l'arôme et de la couleur. Le séchage final est l'une des étapes les plus décisives de la production industrielle du thé vert. Après le roulage et le pré-séchage, les feuilles contiennent encore trop d'humidité pour être stables. L'objectif ici est de descendre à un taux résiduel de 4 à 6%, ce qui empêche toute fermentation ou développement microbien ultérieur. Dans les usines modernes, ce séchage se fait grâce à des fours à air chaud où les feuilles circulent sur des tapis roulants. L'air est maintenu entre 80 et 120 degrés C, selon le type de thé et la finesse de la feuille. L'enjeu est d'éliminer l'eau tout en préservant les composés aromatiques volatiles, très fragiles. Si la chaleur est trop intense, les feuilles perdent leur parfum, deviennent brunâtres et développent une amertume excessive. Dans certaines régions, comme au Japon, on combine ce séchage à l'air chaud avec des passages à la vapeur douce, ce qui renforce la couleur verte éclatante du thé. En Chine, certaines variétés haut de gamme sont encore séchées dans des tambours ou au wok, ce qui apporte une signature aromatique particulière. Au-delà de la conservation,
Cette étape scelle définitivement les caractéristiques sensorielles, intensité des arômes, teinte de la liqueur, texture des feuilles. Un bon séchage donne un thé vif, parfumé et durable. A l'inverse, un séchage mal maîtrisé peut réduire à néant le travail de toute la chaîne précédente. Partie 11. Refroidissement et stabilisation. Après le séchage final, les feuilles de thé sont encore chaudes et fragiles. Si elles étaient immédiatement emballées, elles risqueraient de transpirer, créant de la condensation, ce qui favoriserait l'humidité et les moisissures. C'est pourquoi l'industrie a intégré une étape de refroidissement et de stabilisation. Concrètement, les feuilles sont transférées sur de grands tapis roulants ventilés où de l'air frais et circule uniformément. Cette aération permet de ramener la température interne à un niveau ambiant contrôlé, souvent autour de 20 à 25 degrés Celsius. Ce refroidissement progressif empêche les chocs thermiques et préserve la structure fragile des feuilles roulées. La stabilisation, quant à elle, correspond à une courte période de repos où les feuilles se détendent dans de vastes bacs en inox ou en bois alimentaire. Ce moment est crucial. Il permet aux arômes de se fixer, aux pigments chlorophylliens de se stabiliser et aux éventuelles traces d'humidité résiduelle de s'évaporer. Sur le plan technique, des capteurs d'humidité et de température surveillent constamment le processus. Trop d'humidité et le thé se dégrade, trop peu et il devient cassant, perdant sa texture et ses qualités visuelles. Ainsi, le refroidissement et la stabilisation, bien qu'intermédiaires, constituent un pont indispensable entre la transformation thermique et la mise en forme finale. Elles garantissent que le thé conserve son équilibre subtil, une couleur éclatante, des feuilles souples et un parfum préservé jusqu'à l'emballage. Partie 12. Tri mécanique et manuel. Avant le conditionnement, les feuilles doivent être parfaitement homogènes. C'est l'objectif du tri, une étape qui combine haute technologie et savoir-faire manuel. Dans l'industrie, ce tri se fait d'abord de façon mécanique. Des tamis vibrants séparent les feuilles selon leur taille. Les plus grosses restent pour des théos de gamme en vrac, tandis que les plus petites ou brisées alimentent la production de sa chair. Des trieurs optiques, équipés de caméras haute résolution, détectent et rejettent automatiquement les particules indésirables. Ensuite vient le tri manuel, une tâche méticuleuse réalisée par des opérateurs expérimentés. Leur rôle est de retirer les tiges trop dures, les feuilles mal roulées ou oxydées, et de s'assurer que la texture générale du lot soit harmonieuse. Cette étape reste irremplaçable malgré l'automatisation, car l'œil humain perçoit encore certaines subtilités que la machine ne capte pas. Le tri a un double rôle. Il améliore la qualité visuelle et gustative, mais aussi la valeur commerciale. Un thé bien calibré se vend plus cher et attire plus facilement les acheteurs. Certains marchés, comme le Japon, sont particulièrement exigeants sur la régularité des feuilles. Cette étape, bien que silencieuse et parfois sous-estimée, joue un rôle déterminant dans l'expérience finale du consommateur. Un thé mal trié peut donner une infusion trouble, trop amère ou déséquilibrée, tandis qu'un thé trié avec soin libère tout son potentiel aromatique. Partie 13. Contrôle qualité. Le contrôle qualité est une étape incontournable de l'industrie du thé vert, car il garantit que le produit final réponde aux normes sanitaires, organoleptiques et commerciales exigées. Contrairement aux petites productions artisanales, l'échelle industrielle impose une série de tests systématiques avant que le thé ne passe à l'emballage. Le processus commence par des analyses physiques. On vérifie la taille et la régularité des feuilles, leur couleur, qui doit rester verte et brillante, leur taux d'humidité, idéalement inférieur à 6% pour éviter les moisissures, ainsi que l'absence d'impuretés visibles, poussière, tiges trop grosses, fragments étrangers. Ensuite viennent les tests chimiques. On analyse la présence éventuelle de pesticides, métaux lourds ou contaminants microbiologiques. Ces analyses, souvent faites par chromatographie ou spectrométrie, assurent la sécurité alimentaire. Sur le plan sensoriel, des experts en dégustation, appelés titasters, interviennent. Ils infusent des échantillons représentatifs pour juger l'arôme, la limpidité de la liqueur, l'équilibre gustatif et la persistance aromatique. Même si les machines garantissent une grande homogénéité, la dégustation humaine reste essentielle pour détecter la moindre variation. Enfin, la traçabilité est assurée par un suivi de l'eau. Chaque production est enregistrée avec des données sur l'origine des feuilles, la date de transformation, les machines utilisées et les résultats de contrôle. En cas de problème, cela permet un rappel rapide et ciblé. En résumé, le contrôle qualité agit comme un gardien invisible. Il sécurise la santé du consommateur, protège la réputation de la marque et assure que le thé vert conserve sa quintessence naturelle du champ jusqu'à la tasse. Partie 14. Conditionnement et emballage. Le conditionnement est une étape stratégique qui dépasse le simple rôle de mettre le thé dans un sachet. C'est une phase où la qualité est préservée, la fraîcheur verrouillée
et l'identité de la marque affirmée. Dans l'industrie du thé vert, le conditionnement doit répondre à deux exigences principales. Protéger le produit contre les agressions extérieures, air, humidité, lumière, odeur, et offrir une présentation attractive pour le consommateur. Techniquement, les machines d'emballage varient selon le type de produit final. Pour le thé en vrac, on utilise souvent des sachets aluminisés ou des boîtes métalliques hermétiques capables d'empêcher l'oxydation. Pour le thé en sachets individuels, la chaîne est automatisée. Les feuilles calibrées sont dosées avec précision, insérées dans un sachet filtre en papier spécial, puis scellées. Ces sachets peuvent ensuite être regroupés dans des enveloppes unitaires, flow pack, afin de prolonger leur durée de conservation. De plus, de nombreuses marques adoptent des technologies avancées telles que le conditionnement sous atmosphère contrôlée ou sous vide. Ces procédés permettent de chasser l'oxygène et de conserver plus longtemps les arômes volatiles si caractéristiques du thé vert. Sur le plan marketing, l'emballage devient une vitrine. Les fabricants investissent dans des designs colorés, minimalistes ou traditionnels, selon le marché visé. Les mentions bio, commerce équitable ou IGP, indications géographiques protégées, sont mises en avant. Dans certains pays, des codes QR permettent aux consommateurs de retracer l'origine du thé et de vérifier son authenticité. Enfin, l'emballage doit respecter les normes légales. Indication du poids, date limite de consommation, numéro de lot, information nutritionnelle. Ainsi, le conditionnement et l'emballage ne sont pas qu'une question de protection, mais d'un subtil équilibre entre sécurité, conservation et séduction visuelle, ouvrant la voie à la mise en marché. Partie 15. Stockage, distribution et mise en vente. Une fois le thé vert emballé, il ne suffit pas de le déposer en entrepôt. La dernière étape est cruciale pour garantir aux consommateurs un produit frais, parfumé et sans altération. Dans l'industrie du thé, le stockage obéit à des règles strictes. Les palettes sont placées dans des zones sèches, ventilées, à l'abri de la lumière directe. La température est généralement maintenue entre 15 et 25 degrés C et l'humidité relative inférieure à 60%. Ces conditions empêchent le développement de moisissures, la perte d'arômes ou l'oxydation accidentelle des feuilles. Le thé étant très sensible aux odeurs environnantes, les entrepôts doivent être exempts de produits chimiques, parfums ou aliments à forte odeur. C'est pourquoi beaucoup de fabricants adoptent des chambres de stockage hermétiques ou utilisent des contenants métalliques pour les grands volumes. Une fois sa stabilité assurée, le produit entre dans la phase de distribution. Les grands producteurs collaborent avec des distributeurs internationaux, des chaînes de supermarchés, des épiceries fines et des plateformes de e-commerce. Le transport est effectué en conteneurs fermés, parfois réfrigérés dans les climats chauds. La logistique est planifiée pour réduire le temps entre la production et la mise en rayon afin de préserver la fraîcheur. Enfin, sur le point de vente, l'emballage joue un rôle d'attractif marketing. Sachets colorés, boîtes métalliques, format en vrac ou en sachets individuels. Les codes visuels, les labels bio, équitable, origine contrôlée et les certifications qualité influencent fortement la décision d'achat. En résumé, cette étape finale, souvent négligée par le consommateur, est l'aboutissement d'une chaîne complexe qui conditionne directement la qualité perçue et le succès commercial du thé vert. En conclusion, de la feuille à la tasse, une histoire de précision. Au terme de ce voyage, on comprend mieux pourquoi le thé vert n'est pas une boisson ordinaire. Derrière son apparente simplicité se cache une succession d'étapes rigoureuses, chacune jouant un rôle décisif dans la préservation de sa fraîcheur, de sa couleur et de son goût unique. De la récolte soigneuse dans les plantations jusqu'à l'emballage sophistiqué qui attire notre regard en magasin, rien n'est laissé au hasard. Le thé vert est le parfait exemple d'un équilibre entre tradition et modernité. La main de l'homme, qui cueille et sélectionne, rencontre la précision de l'industrie, qui contrôle, stabilise et distribue. C'est cette alliance qui fait qu'une feuille fragile, vulnérable à l'oxydation, devient une boisson millénaire qui apaise, stimule et séduit à travers le monde. La prochaine fois que vous savourez une tasse de thé vert, prenez une seconde pour imaginer ce long chemin parcouru. Vous ne verrez plus jamais cette boisson de la même manière. Vous saurez qu'elle est l'aboutissement d'un processus patient, complexe et fascinant, qui transforme un simple bourgeon en une véritable expérience sensorielle.